En fait, la question suivante concerne la structure des cotisations progressives. Nous allons désormais examiner la proposition du Conseil exécutif national de modifier la façon dont sont prélevées les cotisations des membres. Est-ce que c'est toujours Maggie et Wayne ou Ben et Wayne? Tous les trois? Bon. Alors, je vais demander donc aux trois de présenter la résolution qui sera soumise au vote des membres et d'en expliquer les raisons. À la suite de leur présentation de 10 minutes, nous aurons une période de questions de 20 minutes. Comme précédemment, nous allons afficher la question qui sera soumise au vote. Là, je n'ai même pas vu si on avait affiché les questions. Est-ce qu'elles étaient à l'écran? J'ai pas les yeux derrière la tête. Ah, nous voilà. Les voilà. Alors, soyons brefs. 10 minutes, s'il vous plaît. Et c'est surtout pour les questions. Et je vous demanderai de vous présenter avant de parler. Bonsoir à tous, je suis Wayne Fenn et je suis membre du comité des finances et co-président du comité consultatif des jeunes membres. Je fais aussi partie de l'équipe qui a présenté cette motion au Sénat à la fin de l'année dernière. Bonsoir à tous, je suis Maggie Smithson. Je suis une des deux coprésidentes avec Wayne du comité des jeunes membres et je suis d'Agriculture Canada, donc la section locale 507. Je suis Ben René, l'un des agents de communication de la CEP. Je suis là parce que j'ai rédigé pas mal de documents pour cela, donc je suis censé être l'expert. Sinon, je ne connais rien en matière de finances, alors ne m'écoutez pas. Alors, je peux commencer. Donc, c'est assez simple, en fait. Nous avons consulté les membres sur trois propositions, une en 3 étapes de progression et une autre. Et donc, une cotisation mensuelle prévue et 0,5% d'augmentation par mois, en gros. Et la dernière option, c'est le status quo, un frais fixe. Donc, en gros, il y a eu des consultations. Et il y a eu un consensus que les 0,75% serait l'option la plus acceptable. Donc, pour ce scrutin. À présenter pour ce scrutin, il y a beaucoup de gens qui ont aussi voté pour les deux autres options progressives. Donc, c'était assez proche. Et à peu près un quart des gens ont voté pour le statu quo. Alors, il semble que l'on aille donc avec l'option 3 pour l'instant. Quelque chose à ajouter? Bon, on a une présentation en PowerPoint. Bon, pour répéter ce que Wayne a dit, on a eu une assemblée extraordinaire en février et c'était la première tentative ou la première étape, si vous voulez, de ce processus où on a consulté les membres pour avoir un avis de ce qu'ils pensaient de chacune des options. Donc, on a fait un sondage. Ensuite, il y a eu des consultations, une série de consultations qui ont eu lieu dans les sections locales de tout le pays, dans la région de la capitale nationale, de Vancouver à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Et les membres ont pu discuter donc des changements proposés à la structure de cotisation. Et donc, on a fait un sondage d'opinion et on a reçu aussi des réactions par courriel. Donc, l'effet cumulatif de tout cela a été renvoyé au CEN et le CEN a choisi l'option 3
orienté par ces commentaires. Donc, voilà où nous en sommes maintenant. Alors, l'une des questions qui est souvent posée, c'est pourquoi avoir une structure progressive? Et enfin, eh bien, il y a les numéros 3, ceux qui sont à l'échelon 3 payent un plus grand pourcentage de leur salaire que ceux qui sont situés plus haut. Donc, ça peut aller, je crois que c'est 1,19 jusqu'à 0,54 si je me souviens bien. Alors, ce que cette structure progressive ferait serait de faire en sorte que tout le monde paye 0,75 de son salaire. Donc, voilà de quoi cela aurait l'air. Bon, toute cette information est dans votre pochette. Et si vous regardez en ligne, c'est sur le web également parce que ça risque d'être peu lisible de l'arrière de la salle. Voilà pourquoi on vous a imprimé le document. Alors là encore, c'est un changement qui est neutre pour les revenus. Donc, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, la CEP va avoir beaucoup de revenus en plus. Non. En fait, ça ne change rien pour les revenus, les recettes, parce que c'est établi. Donc, pour certains membres, la cotisation va diminuer, d'autres, elle va augmenter, pour d'autres, elle va augmenter. Mais tout le monde payera le même pourcentage, 0,75 et il faut mentionner que ce 0,75 est applicable au premier échelon de votre classification et de votre niveau. Donc, si vous êtes déjà à l'étape 4, vous ne payerez qu'en fonction de l'échelon 1. Et enfin, il est important de savoir que cela existe déjà dans des syndicats d'autres services de fonction publique, donc déjà l'Alliance et l'Institut, mais ce n'est pas le cas. Mais la plupart des autres syndicats ont un pourcentage axé sur un pourcentage des salaires. Donc, et le 0,75 est bien plus inférieur que chez nos collègues, chez nos homologues. Alors, ça nous amène à la question. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, ça fait à peu près 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est la même chose qu'avant. Donc, on va suivre. On vous demande de dire votre nom, dire de quel ministère vous dépendez, etc. Alors, Miranda, donc, je me demande ce qui se passe une fois qu'on a une nouvelle convention. C'est dans le document de février, c'était valable jusqu'à maintenant. Mais si on aura une nouvelle convention, est-ce qu'on va réévaluer les choses plus tard? Est-ce que rétroactivement, il faudra payer des augmentations de 3 années en arrière? Est-ce que vous envisagez l'effet? Mais j'aime bien les graphiques qui montrent que vos cotisations vont augmenter ou diminuer. Mais ça va changer beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est à peu près 7 000 de nos EC qui verraient une augmentation de leur cotisation. Si on a une convention collective début 2017, donc ça pourrait bien changer, ça pourrait augmenter. Je ne crois pas qu'il y ait de rétroactivité. Donc, une fois que la convention sera entrée en jeu, vous ne verrez pas d'argent supplémentaire à payer pour compenser l'argent que l'on a manqué auparavant. Mais c'est important. Il faut dire clairement que tandis qu'on négocie pour augmenter nos salaires, et si cette proposition est faite, si elle est liée au salaire, vous verrez une augmentation de ces cotisations en même temps que l'augmentation des salaires. Bon, mais je crois que ça se comprend assez bien. La plupart des gens comprennent les pressions inflationnistes et le coût des loyers qui augmente, etc. On s'ajoute un petit peu de stabilité à la situation de l'association. Alors, j'y ai réfléchi pendant très longtemps, justement. Et si vous regardez, si vous pensez à la question dans le sens inverse, si on a un montant fixe, eh bien,
C'est en fait une structure qui réduit les cotisations parce que ça ne tient pas compte de l'augmentation de l'inflation. Alors, on a tenu compte de cela, justement. Le microphone 1. Laura Ferguson, de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Alors, il y a une chose qui me semble être un peu bizarre. C'est le montant 0,75%. Ça me semble beaucoup plus bas de ce qui est payé par les membres des autres syndicats. Alors, je me demande si vous envisagez à long terme de augmenter cela pour qu'on s'aligne davantage avec les autres syndicats pour qu'on puisse tenir compte des augmentations de l'inflation, etc. Appuyez sur le bouton. Oui, je vais répondre à la question. Peut-être les deux autres pourraient ajouter leur grain de sel également. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'idée d'une augmentation des cotisations. Ici, on veut établir une situation équitable pour les gens qui gagnent les salaires différents. Et si nous envisageons notre vote pour augmenter les cotisations, ça c'est une discussion distincte. Je ne connais pas grand-chose en la matière, mais peut-être mes deux autres collègues pourraient répondre à cette question mieux que moi. Comme Wayne a dit, il s'agit ici de la structure des cotisations uniquement. Pour reprendre ce qu'on a dit tantôt, ça va rendre notre fonctionnement beaucoup plus pérenne. Alors, on va devoir demander aux membres d'accepter une augmentation des cotisations moins souvent. C'est les membres qui décident d'accepter une augmentation des cotisations ou pas. On a des AGA à cette fin. Et ça ne change pas ce système. Vous allez toujours avoir la possibilité de voter là-dessus une fois par an, comme on le fait maintenant. Les membres vont décider. Ça va rester le cas. Microphone numéro 2. Joyce Giles, USDC. J'aimerais poser la question que tous mes collègues ESE m'ont posée quand je leur en ai parlé. Aucun d'entre eux avait participé au sondage qu'on a mené. Quand je leur ai dit qu'ils allaient payer plus pour le même service, ils ont dit pourquoi? Pourquoi devrais-je payer plus pour le même service? Pourquoi devrais-je payer plus en tant que EC 6 ou 7 qu'un EC en paie un service? C'est ça. C'est comme quand on va chez Tim Hortons pour s'acheter un café. Ça, c'est le prix qu'on paye. Alors, pourquoi, à part la question de l'égalité, de l'équité, en fait, personne ne l'a vraiment expliqué. Réponse. L'idée de l'équité, notre système fiscal est fondé sur l'équité. Nous pensons que c'est important d'appuyer ceux qui gagnent le salaire plus bas, qui connaissent des problèmes au tout début de leur carrière. Ils ont des niveaux d'endettement beaucoup plus élevés que par le passé. Peut-être ils pensent à fonder une famille. On pensait que c'est une façon pour nous d'aider les jeunes travailleurs. On voulait vraiment reconnaître les défis auxquels font face les jeunes membres. On peut regarder la question d'une autre façon également. Il y a la façon dont on négocie les conventions collectives. C'est basé sur un pourcentage, un peu comme notre proposition ici. Ici, on négocie une augmentation de 1,75 %. Alors, quelqu'un qui gagne 100 000 $ va obtenir une augmentation beaucoup plus importante que quelqu'un qui gagne moins. C'est le même principe, mais on l'applique à notre structure de cotisation. Ça assurerait une plus grande cohérence au sein de notre syndicat. Est-ce que ça répond à votre question? Apparemment pas. Je ne savais pas si je pouvais répliquer ou pas.
Alors, pourquoi un EC6 gagne plus? C'est parce qu'ils font plus de travail, ils sont plus loin dans leur carrière, ils ont plus de responsabilités. Alors, vous me semblez dire que les jeunes ont besoin d'aide et vous dites que moi, je devrais aider ceux qui me suivent, les jeunes travailleurs. Vous me semblez dire que vous voulez que je fasse preuve d'altruisme. Moi, je préfère choisir où je vais dépenser mon argent parce que les EC1 et 2 vont commencer avec un salaire beaucoup plus élevé que quelqu'un qui travaille dans un poste à salaire minimum, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous peut-être intervenir? Oui, c'est une question de valeur. Quand on a parlé de cette question, eh bien, il y a plusieurs qui gagnaient un salaire élevé me disaient que c'était une bonne idée. Ça m'emporte peu parce que moi, je gagne plus, j'ai plus de responsabilités envers les membres. Moi, je suis prêt à payer un peu plus en cotisation syndicale. L'écart n'est pas énorme. C'est plutôt symbolique, hein? Ça nous permet de valoriser les gens qui gagnent des salaires différents, hein? Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Et je vous dis respectueusement qu'il y a des systèmes de valeurs très différents d'une personne à une autre. Alors, une dernière question. J'aimerais vous remercier d'exprimer votre opinion. C'est bien de savoir ce que pensent nos membres au sujet de ces structures de cotisation progressive. Vous dites que c'est une œuvre caritative. C'est de la charité, n'est-ce pas? Non, non, non. Il s'agit plus de l'empathie. Les étudiants font face à des niveaux d'endettement beaucoup plus importants que jamais. C'est un grand défi. Je me souviens d'avoir été dans cette situation moi-même et bientôt, moi, je vais être à l'échelle salariale où je vais devoir payer plus en cotisation syndicale. Mais moi, j'aimerais aider les jeunes fonctionnaires. J'aimerais faire quelque chose pour eux. Mais merci d'avoir exprimé votre opinion. Microphone numéro 1. Vice Greenhill de Bibliothèque et Archives Canada. J'ai une observation. Je regarde les taux proposés. Si nous acceptons la proposition selon laquelle les cotisations payées par les EC1 vont être réduites, si je regarde le montant pour un EC8, ils vont devoir payer 18,89 de plus par mois. Et eux, ils gagnent plus de 100 000 $ par an. Un syndicat doit viser la solidarité entre tous ceux qui sont des membres du syndicat, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais vous dire que je suis très contente de voir que les jeunes membres de l'ACEP proposent cette nouvelle structure de cotisation. Merci beaucoup. Avant de passer au deuxième microphone, j'aimerais savoir s'il y a des questions de l'Internet. Comment est-ce que vous l'avez fait, dit Sean? Inaudible. Je m'excuse. J'écris comme un médecin, mais je n'ai pas le diplôme médical. C'est une question de Janet Williams. Au mois de mars, l'ACEP a dit que le débat sur la nouvelle structure de cotisation était la première partie d'une série de débats. Quelles seront les autres activités qui vont avoir lieu avant le vote? Les membres ne sont pas mobilisés. Ça me laisse penser que ce n'est pas une priorité pour la plupart des membres. Moi, je peux répondre à ma propre question, n'est-ce pas? C'est ça? C'est permis? Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de répondre à votre question. J'aimerais parler du processus. C'est quelque chose dont on a parlé avec les membres du comité. On a fait une proposition au CEN. Ensuite, on a proposé à la GA. On voulait obtenir un mandat des membres pour proposer cette motion pour qu'on puisse tenir un vote. On a tenu un vote pour explorer
davantage cette structure de cotisation progressive. On a pensé à plusieurs options. On a travaillé avec le comité de finances. Il y a eu des communications affichées sur notre site Web. Ensuite, on est revenu aux membres de la CEP pour leur présenter les options envisagées par le comité des finances et le comité des jeunes fonctionnaires. Ensuite, on a parcouru le pays pour parler des options et les options pour voir quelle option était préférée. On a les résultats du sondage également. Alors, 79% des participants appuient cette nouvelle structure. Comparativement, 21% préféreraient le statu quo. Je pense que la communication a été cohérente. On voulait savoir des membres quelles options ils préféraient justement. Alors, microphone numéro 2, Greg Phillips. Alors, la première partie de ma question est la suivante. La CEP a dit publiquement qu'on paie les cotisations les moins importantes de tous les syndicats canadiens. Mais les membres ne sont pas en bas de l'échelle salariale. Les EC gagnent beaucoup plus que les autres groupes. Donc, c'est très difficile pour nos membres de voir, en fait, de dire que les EC1 et les EC2 connaissent une situation difficile. Donc, dire que la situation est très difficile pour ces EC1 et EC2 n'est pas vraiment vrai. 0,75%. Alors, l'écart entre un EC1 et un EC8 est de $440. Je viens de faire un calcul rapide. Dit Greg, un EC8 qui gagne $100,000 par an va recevoir une augmentation de 1,75%, donc $750 de plus par an. Moins les $226 en cotisation, alors ça lui enlève pas mal de l'augmentation. EC1 est dans une tranche fiscale beaucoup plus faible et va payer moins d'impôts sur l'augmentation de 1,75% et va devoir payer $225 de moins en cotisation. Donc, avec une augmentation de 1,75%, un EC1 pourrait empocher plus qu'un EC8, même si le EC8 a des responsabilités beaucoup plus importantes qu'un EC1. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Moi, je ne sais pas si vous avez étudié les implications fiscales, si c'est plus qu'une augmentation de 1,75%. Bien sûr, un EC8 va empocher davantage. Alors, je vais essayer de répondre à la première partie de votre question. Alors, pour ce qui est de l'épreuve, la situation difficile vécue par les EC1 et EC2. Il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent dans la région, les EC1 et les EC2, ont moins de possibilités de promotion, de perfectionnement professionnel. Il y a un grand écart entre travailler dans les régions et travailler dans la capitale nationale. Il y a plus de débouchés ici, plus de possibilités d'obtenir une promotion. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut également penser aux régions dans le contexte de notre analyse. Il s'agit de l'équité pour tout le monde. C'est vraiment c'est peut-être une différence philosophique entre vous et moi. Et ensuite, les cotisations font l'objet d'un dégrèvement fiscal. D'accord. Wayne. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a un dégrèvement fiscal pour les cotisations syndicales. Il y a toute la question philosophique que je vous ai posée au tout départ. Est-ce qu'on devrait payer un peu plus si on gagne un peu plus? Eh bien, à ce niveau-là, le gouvernement vous offre une sécurité d'emploi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit tenir pour acquis. Moi, je
j'avance dans ma carrière, j'ai une certaine sécurité d'emploi. Alors, il s'agit ici des valeurs. C'est pour cela qu'on encourage l'acceptation de cette proposition. Certains qui gagnent plus, qui sont à une échelle salariale plus importante, sont d'accord. Et c'est une question de valeur. Microphone 1. Eric Robert, Pêche Océan. Je voulais juste te faire remarquer qu'il y a aussi au niveau de... Si on fait le parallèle avec une assurance, ça coûte beaucoup moins cher d'assurer une Ford Escort qu'une BMW. Donc, c'est juste pour faire remarquer que le coût d'opportunité de perdre un emploi à 50 000 $ est beaucoup moins grand que de perdre un emploi à 100 000 $. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Dans la même optique, Votre nom et ministère. Stéphane Jeté, et, Ministère. Industrie Canada qui a changé de nom. Mais, parle dans le micro. Mais quand même, l'idée, c'est vrai qu'on doit payer pour qu'est-ce qu'on a. Ça, je suis d'accord, en général. Mais tu donnais l'exemple du BMW et puis une Miata ou en tout cas, Ford Escort. Mais bon, c'est pas la même valeur. Fait que si tu payes le même prix pour une Ford Escort puis une BMW, à part que c'est des chars qui fonctionnent tous les deux très bien, on fait quoi? Ben, moi non plus. OK. C'était ma question. Je comprends pas. OK. C'est assez. Alors, micro 2, and unless... Oh. Microphone numéro 2, sauf s'il y a une autre question. Il y a une autre question, apparemment. On va passer au microphone 2. C'est à elle. Vous avez déjà posé une question lors de cette ronde-ci? Non? Alors, à vous d'abord. Catherine Newell. Ma question est semblable à la question que j'ai posée au sujet du budget. Ça porte sur une analyse accrue, approfondie sur la signification, l'incidence de ce changement aux recettes globales de l'organisation. Et il faut qu'on réfléchisse au changement démographique qui est en cours. Je n'ai pas d'objection au changement proposé, mais l'association et les membres, en fait, doivent comprendre l'incidence possible sur les recettes globales de l'association. Et pour cette raison-là, moi, je pense qu'il faudrait effectuer ce genre d'analyse. C'est une bonne proposition. Je travaille au ministère de l'Agriculture et agroalimentaire. On fait des prévisions des cours des cultures à l'avenir. Il y a toujours un choc, une crise qui change tout. Il faut penser à la réduction des déficits. Personne ne l'avait prévu. Alors, ce qui est important, c'est ce genre de réunion. On peut avoir un débat sur le budget si on vit un choc démographique ou une situation incertaine. On doit mettre en place des stratégies. Je n'ai pas une formule toute faite. Je ne sais pas si l'analyse a été faite ou si l'analyse est possible, mais il va y avoir plus de recrutement de fonctionnaires au sein de la fonction publique, mais personne ne peut prévoir ce qui va se passer à l'avenir. On a pu prévoir le changement démographique. On connaît le nombre d'employés qui travaillent dans les classifications à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Ce serait important de voir les prévisions. Quelles seront les recettes en tenant compte du changement apporté à la structure des cotisations? Ce n'est pas présenté dans le budget vraiment. C'est une question judicieuse selon moi. Et pour reprendre ce qu'a dit Maggie, tout dépend du contexte politique.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Y a-t-il une façon pour nous d'évaluer cette question? Je vais y réfléchir. OK. Miranda. Miranda. Je voulais tout simplement saluer l'esprit. C'est une question de solidarité. Et moi, je suis socialiste, donc je l'apprécie. J'ai une question sur le contexte. Vous faites une comparaison avec la structure de fiscalité progressive. Alors, ça ne tient pas la route. Pour utiliser une analogie très simple, il s'agit des 99% qui ont besoin d'aide et les 1% qui jouissent de tous les privilèges. Mais si on regarde la ventilation, et vous nous avez fourni une ventilation sur le site Web, on peut regarder les catégories et savoir combien de membres on a. Si on regarde cela, ça va vraiment malmener la majorité, la plupart des membres. Donc, ça va à l'encontre de l'idée d'aider la plupart des membres qui sont touchés négativement par les cotisations. C'est en fait le contraire. Vous dites que vous avez présenté votre idée à l'AGA. J'imagine que vous avez sondé les EC1 et les EC2 là-dessus. Mais quel genre de recherche, quel genre de sondage avez-vous fait pour l'élaboration de ce genre de proposition sur les cotisations progressives? Je pense qu'on a déjà posé et répondu à cette question, justement. Je pense qu'on vous a déjà parlé du processus, d'où vient cette proposition. Est-ce que vous avez sondé les EC1 et les EC2 et c'est quelque chose qui demandait? Nous étions tous des EC2 à un moment donné. Oui, c'est ça. Moi, je suis en fait un EC2 à l'heure actuelle. Alors, vous nous demandez, est-ce que vous nous demandez si on a consulté les EC1 et les ECD? Est-ce que votre première étape a été de consulter les EC1 et EC2, leur demander de vous dire quels sont les problèmes, etc.? Non, on n'a pas mené une consultation. On siège sur le comité des jeunes où siègent les jeunes. Dans beaucoup de EC2, j'ai parlé à mes jeunes collègues dans les régions. On voit des écarts entre les régions et la capitale nationale. Oui, c'est ça. Non, je pense que vous avez effectué une bonne recherche. Alors, je ne veux pas tenir pour acquis qu'ils se sentent malmenés. En fait, automatiquement, s'ils ne se sentent pas défavorisés, alors non. Just one more thing. Alors, dans la trousse qu'on a envoyée aux membres, et si vous avez participé à la dernière Assemblée générale spéciale, vous l'aurez vu, on a fait une ventilation de l'incidence sur tous les membres de l'association. Alors, les membres qui vont voir une réduction s'élèvent à 38%. Ensuite, il y a les membres qui vont connaître une augmentation de moins de 50 sous par mois, 21%. Il y a encore 24% des membres qui vont voir une augmentation entre 50 sous et 8 $ et encore 20% qui vont voir une augmentation qui dépasserait 8 $ par mois. Alors, je voulais juste vous dire que c'est affiché sur le site Web sous la section Archives. Microphone numéro 2, dernière question. Statistique Canada, je vous pose la question suivante. Au lieu de parler d'une structure progressive, pourquoi ne pas parler d'une structure perpétuelle? Parce que vous allez continuellement augmenter les cotisations. Alors, à quelle fréquence on augmente les cotisations? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas étudié. Est-ce que Nick est là? Il le saurait peut-être. Il pourrait peut-être répondre à votre question, mais je n'ai pas une réponse complète à vous donner moi-même, dit Sean.
Alors, la question était la suivante, Nick. L'historique des augmentations de cotisations sur une décennie, sur 10 ans, disons. Réponse. À quelle fréquence on a augmenté les cotisations? C'était la question que le monsieur a posée. Oui. On a eu 2 augmentations au cours des 12 dernières années, 12-13 ans. Alors, il y a eu une réduction à un moment donné. Et ensuite, on est passé de 23 à 35 et à 48 par la suite. Donc, 2 augmentations en 12 ou 13 ans. Alors, ça, c'est à brûle pour point. 2 augmentations très raisonnables. Mais la dernière augmentation nous a exigé en fait 3 tentatives pour obtenir une augmentation de 35 à 48 $. On faisait face à une situation difficile. On avait un déficit à ce moment-là. On se trouvait dans une situation pour ceux d'entre vous qui siégeaient sur le CEN. À ce moment-là, on avait un déficit de 100 000 $ par mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, on a recruté de nouveaux membres. Alors, nos recettes ont augmenté de façon correspondante. Maintenant, on connaît une situation excédentaire. Donc, voilà qui nous amène à la fin de notre réunion. Merci encore une fois de vos questions. Je ne vais pas... Si, je vais répéter les dates, mais pas toute la phrase. Donc, le 15 juin, vous recevrez votre bulletin et vous aurez jusqu'au 27 juin pour voter en ligne. Comme c'est le cas pour les autres questions, donc c'est la majorité des votes et la majorité simple des personnes qui voteront qui permettra d'adopter la résolution. Et seules les personnes qui ont une adresse courriel qui peuvent voter. Donc, si vous avez changé d'adresse courriel ou si vous n'êtes pas sûr d'être sur notre liste d'envoi électronique, allez à inscription des membres et utilisez le formulaire d'adhésion ou de changement d'adresse. Merci beaucoup d'être venu et bonne soirée.